Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. C'est un réel plaisir que de présenter ce journal où nous partirons pour l'espace nautique intercommunal et sa soirée zen, où nous assisterons à la remise des diplômes de secourisme ainsi qu'à quelques minutes de la messe de Sainte-Cécile, à quelques minutes également d'un spectacle de marionnettes à la bibliothèque et à l'Assemblée générale de l'association Pourquoi pas. Nous ouvrirons également une grande page consacrée au Lulu, non pas en version ciné, mais en version BD. Ce sera en compagnie de Madame Christiane Bouvard. L'antenne est à vous, quant à elle, sera consacrée à la bourse aux jouets organisée par Solidarity Box. C'était Soirée Zen à l'espace nautique intercommunal. Et n'ayons pas peur de le dire, du zen, il en faut en ce moment. C'est des dons carton plein pour l'événement organisé par l'ENI, entendez par là l'espace nautique intercommunal. Bonsoir tout le monde, donc nous sommes au complexe aquatique du Haut-le-Cateau et nous organisons une soirée zen qui se déroule depuis 18 h au sein de notre établissement. Alors je pense qu'en vue de la conjoncture actuelle, les gens ont besoin de zénitude et de se détendre. Donc on a pensé que c'était l'occasion et le mois de novembre est synonyme pour nous de bien-être. Donc c'était l'occasion de mettre en place cette soirée pour apporter du bien aux gens. Nous avons des intervenants extérieurs qui participent à notre soirée zen. Donc on a un ostéo, Monsieur Mailly, qui est là pour faire quelques pratiques. On a également Madame Pruvot qui fait des massages. On a la magie d'essence qui sont en salle de fitness et qui propose des créneaux de relaxation de quelques minutes. Il y a également des commerçants exposants qui participent à cette soirée. Donc on a Madame Boitel qui est vendeuse de bougies parfumées et de fondants. On a également le Jardin des Germes qui propose des bijoux de pierre naturelle. Et ils sont tous de la partie pour compléter cette soirée et pour proposer un moment agréable et de détente à notre clientèle. Et après cette soirée zen, on organise un pot d'amitié donc avec tous nos clients et les participants extérieurs de cette soirée pour être réunis tous ensemble et fêter un petit peu cette fameuse soirée. Domiti Briat, directrice des centres aquatiques du Haut-le-Cateau et du Haut-Caudry. On travaille avec les équipes sur une réorganisation des complexes du Haut, donc du Haut-Caudry, du Haut-le-Cateau, avec voilà, on a donc sur du Haut-le-Cateau, on a réaménagé les salles fitness, on donne vraiment un point d'honneur sur la partie cardio-muscu. Donc on a refait toute une salle et on donne du coaching personnalisé, de la muscu avec notre coach fitness Eva. On réorganise aussi un petit peu les horaires d'ouverture. Donc sur le Cateau, on a une nocturne le vendredi soir, donc jusque 21h30, et sur Caudry, on l'a basculé au mardi soir. Ce qui permet vraiment de pouvoir offrir plus de services, plus d'amplitude au niveau du public. Et voilà, après on est donc sur toute la semaine sur des horaires d'ouverture midi 14h et 16h 20h, et le week-end de 9h à 14h, de 9h à 13h et de 14h à 18h. Les nageurs sont revenus nager, on a fait une bonne réouverture au mois de juin. Le pass sanitaire nous a un peu freiné dans notre élan courant août. On a refait un bon mois de septembre, tout ça avec la réorganisation et le travail des équipes, notamment sur la partie fitness. Et bon, bah là après voilà, on a des animations comme ce soir sur la soirée zen pour offrir un petit peu plus de services au niveau des usagers. Je suis Peggy de la société Au Jardin des Gemmes. Donc c'est une société qui a été créée là il y a 7 mois dans tout ce qui est pierre, la lithothérapie, notamment aussi l'encens, les arbres de vie en pierre naturelle. Et j'ai aussi mon diplôme en magnétisme. Alors c'est les encens, chaque encens a ses vertus. Donc vous voyez les détails, ça purifie, c'est des purificateurs là pour purifier les lieux de vie. Et ben chaque pierre a ses vertus. Les plus connues sont le quartz rose ou l'améthyste, qui sont des pierres pour le stress, l'anxiété, le sommeil. Passons maintenant à la remise des diplômes de secourisme. Madame Nathalie Pinero, déléguée à la jeunesse, nous en dit plus sur cette initiative citoyenne et responsable.
Bonjour, donc nous sommes à la salle de Grémont et ce soir nous allons remettre les diplômes de prévention et secours civique niveau 1 aux jeunes de la première session d'il y a quelques semaines. Donc nous avons mis en place cette formation afin que les jeunes puissent, dans la vie de tous les jours, avoir des solutions en cas de présence d'un accident ou d'une personne qui fait un malaise, etc., etc. Alors les cours sont dispensés par une association, ça a lieu une fois par mois. Donc là on a fait notre première session et la prochaine session aura lieu le 27 novembre si tout va bien, puisqu'il nous faut quand même un nombre d'inscrits qui est au minimum de 10. Donc là, on a 10 personnes qui ont participé à cette première formation et ils recevront donc leur diplôme ce jour. Volontaires pour apprendre à sauver des vies ? Via l'Association pour la formation des secouristes du Cambrésis, la ville du Cateau propose aux catésiens de 16 à 23 ans des formations de secourisme. La prochaine session aura lieu le 11 décembre prochain. Son tarif est de 10 €, mais le coût réel de la formation est de 40 €. La ville du Cateau-Cambrésis prend en charge 30 €. Alors inscrivez-vous en mairie auprès de Sabine, mais n'hésitez pas à téléphoner au 03 27 84 62 56 pour en savoir plus, parce qu'apprendre les gestes qui sauvent est un acte utile et citoyen. Sainte-Cécile est la patronne des musiciens. Chaque année, en son honneur, les musiciens sont à la fête. L'harmonie municipale et la castellane, la chorale catésienne, n'ont pas échappé à la tradition de la messe dédiée à leur sainte patronne. Bonsoir à nos amis de Beffrovision et à tous les catésiens. En fait, en 2021, on a eu la chance de pouvoir renouer avec la tradition, puisqu'en 2020, nous n'avions pas pu faire de Sainte-Cécile, de messe de Sainte-Cécile. Donc c'était ce soir, a lieu la reprise de la Sainte-Cécile de façon traditionnelle. J'espère que nous pourrons l'année prochaine reconduire cette opération, sachant que c'est un moment important pour les musiciens, un moment important pour le chef qui a bien travaillé cette année encore, comme d'habitude bien sûr, mais cette année encore plus, puisqu'il fallait renouer avec cette tradition. La messe avec l'abbé Jean-Denis s'est très bien passée. On a passé un très bon moment musical et en même temps, on a pu se congratuler les uns les autres pour espérer que 2022 soit plus agréable que 2020 et 2021. Voilà, tradition renouée, j'espère qu'on pourra encore continuer. Cette année, par contre, le repas sera un petit peu plus allégé qu'habituellement. Nous le faisons en comité très restreint pour des raisons que vous comprendrez aisément, puisque les contraintes sanitaires sont toujours là. La preuve, nous portons notre masque. Mais voilà, on va essayer quand même de passer un moment agréable et en toute sympathie avec nos musiciens, comme nous l'avons fait de nombreuses fois. Je vais passer la parole à Pascal qui a œuvré quand même pour mettre en place ce concert et puis il va vous parler aussi de ces projets. Je l'espère qu'ils seront aboutis malgré des temps très difficiles. Pascal. Merci Joseph. Bonsoir à Beffrovision. Comme l'a dit notre président, ce sont des périodes et des mois difficiles que nous venons de traverser. Musicalement, ça a été très compliqué. Donc on essaie tant bien que mal de garder une entité qui puisse bien tourner. On a des projets bien sûr pour 2022. On va commencer à travailler dès la semaine prochaine en espérant que tout ça puisse se mettre en place et que ce maudit Covid arrête de nous embêter. Voilà.
La bibliothèque a accueilli un spectacle de théâtre de marionnettes contemporaines qui a ravi principalement nos chères têtes blondes, toutes émerveillées de découvrir l'histoire de Fil à la patte, un chien né de l'imagination d'Aline Aon. Fil à la patte, arrête! Fil à la patte, arrête! Arrête! Oui, mais c'est l'heure de se coucher. Et fil à la patte, arrête! J'ai dit c'est l'heure de se coucher, donc tu vas à la niche maintenant. Mais non, fil à la patte, ça c'est pas possible! À trop tirer sur la corde, elle finit par lâcher. Alors madame, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Alors je suis Amélie Poirier, je suis metteuse en scène pour la compagnie Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais. C'est une structure de spectacle vivant et donc on met en place en ce moment une action sur le Caudrésie Cathésie, mais sinon on crée aussi des spectacles qui tournent ailleurs, en France, etc. Le fil, mais oui, se déroule alors le fil de notre histoire. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien rouge et blanc. Alors aujourd'hui, à la médiathèque du Cateau, il y a un spectacle qui s'appelle Fil à la patte et qui est adapté d'un album jeunesse qui a été écrit par Aline Aon des éditions Mémo. Et donc on a mis en scène ce spectacle-là à partir du livre et c'est donc Marie aujourd'hui qui l'interprète. Fil à la patte, c'est l'histoire d'un petit chien de tissu qui veut s'émanciper et découvrir le monde. Et puis je trouvais ça intéressant comme thématique déjà parce qu'il y a un petit lien avec le textile puisqu'on est dans le chien de tissu. Il y a beaucoup de métaphores qui sont liées au fil, etc. dans le spectacle. Et puis aussi, c'est l'histoire d'un chien qui veut s'émanciper. Et du coup, comme on travaille beaucoup sur l'axe enfance et parentalité, ça raconte aussi pour les enfants et pour les parents le fait que parfois l'enfant a envie de s'émanciper de ses parents, etc. Comment on gère ça. Voilà, et du coup, on essaye de créer des liens un peu métaphoriques dans le spectacle, on va dire. Ce qui se passe, c'est que dans le livre, donc l'autrice a travaillé à partir d'images en transparence et nous, c'est exactement le procédé qu'on reprend. Donc il y a à la fois des images du livre qui ont été agrandies en grand format, donc en transparence, avec et ce sont des blocs lumineux LED donc qui s'allument pendant le spectacle. Et il y a également la présence du chien Fil à la patte en marionnette à gaine. Peut-être Marie qui est derrière peut nous montrer la petite marionnette à gaine de Fil à la patte. Voilà, il va arriver. Voilà, c'est le petit chien. Merci Fil à la patte. Voilà. Partons tout de suite pour l'Assemblée Générale de l'association Pourquoi pas, l'association qui gère le magasin solidaire et la ressourcerie, qui vient de tenir son bilan moral et financier. Partons tout de suite pour la salle de Grémont. Aujourd'hui, nous avons organisé notre Assemblée Générale pour l'année 2019 et 2020. Étant donné la pandémie, nous n'avions pas fait d'Assemblée Générale depuis 2018. Alors, on l'avait fait en novembre 2019. Voilà, on l'avait fait. Pour l'exercice 2018. Voilà, c'est ça. On l'avait fait en novembre 2019 pour l'exercice 2018. Et là, nous avons fait donc 2019 et 2020. 2021, ça va venir après. Alors, l'émission de la population, pourquoi pas, c'est la possibilité aux personnes du Cateau non imposables de pouvoir venir faire leurs courses dans notre magasin solidaire qui se répartit en deux entités. Un magasin où on ne vend que de l'épicerie, des produits d'hygiène, et qui est ouvert à toutes les personnes non imposables habitant le Cateau et qui ont une carte. Et une partie ressourcerie où nous bénéficions de dons et où nous vendons des vêtements, de la vaisselle et à des prix très très bas. Par exemple, les vêtements, c'est 1 euro au plus, ou 50 centimes même. Et puis la vaisselle, c'est des verres à 10 centimes. Et, enfin voilà, je vous donne un ordre d'idées. Et donc, nous avons plus de 300 familles qui bénéficient de ce magasin. Il est ouvert à toutes ces personnes-là, donc sans restriction
de ressources pour la ressourcerie et pour le magasin et pour l'épicerie non imposable habitant le Cateau. C'est tout ce qu'il y a comme exigence. Alors les jours d'ouverture, c'est le mardi après-midi et le jeudi toute la journée. Enfin, pas pendant midi. Jeudi 9h midi et 14h 17h. Je remplis le rôle de trésorier depuis 11 ans. Et aujourd'hui, comme l'a dit Madame de Wever, nous avons étudié les comptes de l'année d'exercice 2019 et 2020. Ce sont des comptes qui se sont révélés excédentaires, de 7 340 € en 2019 et d'un petit peu plus de 1 200 € en 2020. Donc les ressources de ce magasin sont essentiellement le prix que payent les usagers pour leurs courses. C'est également des bons qui nous sont remis par le CCAS à qui nous envoyons une facture. Et c'est une subvention du CCAS à hauteur de 5 000 € pour l'année 2019 et 7 500 à l'occasion de l'exercice 2020 pour faire face à la baisse d'activité. Donc actuellement, les finances de la structure sont saines. On a assuré la pérennité avec environ des fonds propres à hauteur de 14 000 €, ce qui représente à peu près 5 à 6 mois de fonctionnement, ce qui est tout à fait cohérent pour une structure de notre taille. Disons qu'on est très heureux d'avoir un local propre, centre-ville pratiquement. Et puis, bien sûr, le fonctionnement n'est plus tout à fait pareil parce que c'est maintenant plusieurs salles. Avant, on avait juste un grand hall. Mais nous avons chaud, nous n'avons plus froid l'hiver, nous n'avons plus trop chaud l'été. Enfin, c'est parfait. Plus de vols, enfin, écoutez, je touche du bois, plus de vols, plus d'intrusion, plus de dépositions à faire à la gendarmerie. Parce que depuis 11 ans, je crois que j'y suis allée 15 fois. Je n'y suis jamais allée autant de ma vie. J'ai une équipe formidable qui s'entend bien, avec chacun des rôles bien précis, mais qui peuvent se remplacer au cas où. Et non, j'ai absolument aucune difficulté avec eux. Écoutez, moi je suis là depuis 11 ans, je trouve qu'il est temps de partir, de laisser du sang neuf rentrer dans le conseil d'administration et prendre les décisions. Je suis un peu émue de partir, mais en même temps, je laisse, je crois, une situation saine et une bonne équipe. Donc j'espère que ça va continuer et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et voilà, et bon vent aux prochaines personnes qui prendront ma place. Le bilan, oui, il est tout à fait positif, puisqu'on était arrivé dans des situations un peu rocambolesques au début où on avait du mal à retrouver les comptes et à pouvoir faire quelque chose de tout à fait transparent. 11 ans après, on a non seulement redressé une situation, mais surtout permis un fonctionnement tout à fait transparent avec les partenaires. Le moment difficile a été quand le département a quitté la table des partenaires parce que forcément ça finançait un poste et ça n'a plus été possible. Le bilan il est donc plutôt positif. Et puis pour ma part, je reste bien entendu attaché à la ville de Le Cateau, tout comme André, avec un projet très important pour Vacances Plurielles au niveau de la parenthèse au vert, avec des travaux qui vont bientôt commencer, un permis de construire qui a été demandé. Et donc le peu de disponibilité que j'avais, c'est très bien d'avoir eu Chantal qui a pris la relève et qui est tout à fait compétente pour mener ce poste en étant présente au quotidien, ce que je ne suis pas. Je resterai probablement au conseil d'administration pour apporter, on va dire, un soutien, un appui si nécessaire. Mais voilà. Et puis c'était un duo président-trésorier, donc le duo, il était normal qu'ils partent à peu près en même temps. Voilà. J'ai assisté à cette assemblée générale avec beaucoup de monde pour un lundi après-midi. C'est une association qui fonctionne très très bien avec beaucoup de bénévoles, une excellente ambiance. C'est surtout ça que je retiendrai. Il y a une très bonne ambiance parmi tous les bénévoles qui accueillent tous les bénéficiaires avec le sourire et avec beaucoup d'envie. Il faut savoir quand même que le magasin solidaire accueille énormément de bénéficiaires avec énormément de denrées qui sont manipulées toutes les semaines. Aller chercher les denrées de la banque alimentaire, aller faire les courses dans les magasins, etc. Ça représente beaucoup de temps. Il y a le temps de présence des bénévoles lors des distributions et puis également tout le temps de manutention, on va dire,
qui n'est pas négligeable et je tiens vraiment à les féliciter et les remercier pour tout le travail qu'ils font. Qui n'a pas encore entendu parler de La guerre des Lulus? Le tournage du film, en partie tourné sur le territoire d'Ors, vient de se terminer. Mais cette fois-ci, c'est en compagnie de Madame Christiane Bouvard que nous allons remonter aux sources des Lulus, à savoir la bande dessinée signée Régis Autière et Hardock. Bonjour, eh bien aujourd'hui la caméra de Beffroi Vision est venue à la médiathèque, ce qui va me permettre de vous présenter la bande dessinée La guerre des Lulus. Depuis quelques jours, quelques semaines, on parle énormément de cette guerre des Lulus par le tournage qui est effectué en partie dans le village d'Ors. On a eu des très beaux reportages qui ont été faits par les équipes de Beffroi Vision. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser plus précisément à cette bande dessinée. Alors, ou plutôt cette série de bandes dessinées, puisque actuellement, elle comporte 7 volumes plus 2 hors-série, et qu'à terme, elle comportera 12 volumes au total. Le premier, il est paru en 2013, donc juste avant la commémoration du grand centenaire de la Première Guerre mondiale. Et c'est une histoire donc, qui se passe en Picardie, tout près d'ici. La ville de Guise, notamment, est évoquée dans l'un des albums. Et c'est l'histoire, comme chacun sait, je pense maintenant, de 4 enfants, les 4 Lulus. Alors, on les nomme ainsi parce que leurs prénoms commencent par la même syllabe. Ils sont donc 4, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig. Voilà. Le plus jeune, les plus jeunes, je crois, ont une dizaine d'années. Le plus âgé a 15 ans. Et naturellement, au fil de la série, on va les voir grandir. Et ils vont traverser cette période vraiment épouvantable de la Grande Guerre mondiale dans les régions occupées du nord de la France. Et les enfants ont subi cette guerre très cruelle et on n'en parle pas encore assez, parce que pour beaucoup de gens, quand on évoque la Première Guerre mondiale, on pense évidemment avant tout aux soldats dans les tranchées. Mais les populations civiles qui ont connu l'occupation allemande, on le sait maintenant, ont eu vraiment des conditions de vie très difficiles. Et les enfants ont subi également beaucoup de choses très difficiles à vivre à leur âge. Alors, dans le premier album, le décor est planté. Ça se passe à l'été 1914. Nos orphelins sont donc éduqués dans un orphelinat religieux. Les scènes d'ailleurs du film vont utiliser le très beau site de l'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache, qui est très proche, qui n'est pas très loin du Cateau, pour évoquer cet orphelinat. Et au fur et à mesure de l'avance allemande, eh bien, il se trouve que l'orphelinat va être évacué en urgence. Mais ce jour-là, catastrophe pour nos 4 garnements, ils ont fait le mur, parce qu'ils ont l'habitude de faire les 400 coups. Ils sont pas là et on les oublie. Alors ils se retrouvent seuls, en zone occupée par l'armée allemande, dans une situation évidemment très périlleuse. Ils vont devoir se cacher, ils vont le faire dans la forêt, et ils vont devoir surtout survivre, trouver de quoi manger, s'abriter. Ça va se passer en grande partie dans une forêt et la vie va être très difficile pour eux. Voilà. Alors très rapidement, j'ai dit qu'ils étaient 4, et la bande va s'agrandir et ils vont être 5 avec l'arrivée d'une jeune adolescente, Luce. Elle apparaît, je crois, dans le 2e album. C'est une enfant belge qui en fait a perdu sa famille, a perdu ses parents lors de l'évacuation. Et elle est recueillie par les Lulus, elle devient vraiment membre à part entière et même membre très dynamique de cette petite bande. Alors l'histoire est extrêmement plaisante. Il s'agit d'une bande dessinée extrêmement bien réalisée. Le scénario est vraiment impeccable. L'histoire est pleine d'intérêt, pleine de rebondissements aussi. L'intérêt est sans cesse renouvelé. Il y a aussi une évolution des personnages au fil des albums. On ne retrouve pas toujours le même genre d'histoire, ça évolue. Les 4 gamins ont chacun leur personnalité. Il y a le petit naïf, l'intellectuel, le plus âgé qui joue au chef, enfin voilà.
Et il y a ici, ça c'est très très plaisant, pas mal d'humour. L'humour, ça fait vraiment passer aussi beaucoup de choses. Les gamins chamaillent quelquefois entre eux, même s'ils sont parfaitement solidaires. Ils constituent vraiment ce qu'on appelle une bande. Ils se soutiennent entre eux, ils ont une amitié indéfectible, mais évidemment ce sont des enfants et de temps en temps ça chamaille un peu. Et c'est très amusant, il y a beaucoup d'humour, il y a aussi une façon de s'exprimer qui peut être très drôle aussi. J'ai retrouvé par-ci par-là même des mots de la région, de patois, mais c'est toujours expliqué, hein. C'est vraiment très très bien fait. Un scénario donc très 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 solide. Il faut mettre en avant vraiment l'auteur de ce scénario qui est Régis Sautière, qui est d'origine picarde, bien sûr. Il habite Amiens, je pense, ou autour d'Amiens, et les autres auteurs aussi d'ailleurs, hein. Il a déjà une bonne vingtaine d'albums à son actif, donc une excellente technique, sans doute aussi une bonne formation, et puis surtout aussi une très bonne culture historique et une approche extrêmement intéressante de la Grande Guerre, hein. Comme je le disais, c'est une histoire d'enfants dans la guerre, c'est une histoire qui se passe plutôt parmi les civils, on n'est pas dans les tranchées, et qui est dans le fond très 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 réaliste. Tout le contexte est parfaitement juste, le moindre détail, et il y a aussi l'intérêt psychologique des personnages, on s'attache à eux. Alors Régis Sautière, donc au scénario, s'est allié à un dessinateur dont j'oublie le nom, là voilà, c'est Hardock, avec un H. Excellent dessinateur, excellent dessin. Un dessin très rond, très bien. Chaque enfant, on le reconnaît vraiment bien, ça, on les reconnaît immédiatement. Les personnalités sont vraiment bien rendues. Il y a quelquefois aussi, j'ai trouvé une petite influence du manga, peut-être, dans les expressions des enfants. C'est dessiné avec vraiment maîtrise et beaucoup de soin. Ce qu'il faut remarquer aussi dans cette série et saluer, c'est la couleur. La couleur, très étudiée, très travaillée, toujours en parfaite adéquation avec l'atmosphère du récit. Alors on a souvent une dominante de couleurs un petit peu vert de gris, un petit peu sombre, hein, bien sûr, puisqu'on est dans un univers de guerre. Mais vraiment, c'est toujours parfaitement adapté. Alors le dessinateur va changer, d'ailleurs en fait il y a toute une équipe aussi derrière. Une bande dessinée c'est ça, c'est une œuvre de collaboration entre plusieurs auteurs. Le dessinateur change dans les deux hors-série, puisque à Hardock succède Damien Cuvillier. On voit quasiment pas la différence, hein. Il faudrait regarder vraiment avec beaucoup d'attention pour trouver des différences dans le dessin. C'est une bande dessinée bourrée de qualité, je trouve, vraiment, par son scénario, par son dessin, par sa couleur, par la justesse de la situation, par l'intérêt des épisodes. Et de plus, elle est parfaitement adaptée à un public relativement jeune. En fait, je pense que cette série s'adresse peut-être avant tout aux enfants qui ont l'âge des héros, hein, entre 10 et 15 ans. Mais elle peut être lue avec profit, éventuellement même par des enfants plus jeunes, et également par les adultes, hein. C'est pas une bande dessinée qui est réservée aux enfants. Les adultes, moi je l'ai lue avec énormément d'intérêt. Voilà. Maintenant, bon, la vie personnelle, c'est une bande dessinée relativement calibrée, prévue avec tout un plan. Honnêtement, c'est pas une bande dessinée qui va révolutionner l'art de la bande dessinée, hein. Au point de vue technique, au point de vue narration, on n'a rien de franchement nouveau, mais c'est parfaitement réalisé. Et d'ailleurs, je pense que l'Éducation nationale ne s'y est pas trompée, puisque c'est une histoire qui a été très adoptée dans les écoles, dans les collèges, et avec bonheur pour les enfants qui les fréquentent. Voilà. Alors, un mot aussi de l'adaptation en film. Nous attendons tous, bien sûr, avec impatience, la sortie du film l'année prochaine. Et on ne manquera pas, sans doute, de beaucoup en parler, de le regarder dans la région. Maintenant, attention, le film, une bande dessinée et un film, ce sont deux choses différentes.
Ce sont deux œuvres artistiques différentes, avec des langages différents, et il ne faut pas s'attendre. Et les auteurs, d'ailleurs, sont les premiers à le dire. Il est paru un article tout à fait intéressant dans La Voix du Nord, d'ailleurs. Mais les auteurs sont les premiers à le dire. Il y a des différences. Le film, d'ailleurs, s'inspire du premier et du deuxième album. Les deux premiers tomes. Dans un film, il faut aussi des personnages adultes. Pour des questions d'acteurs, naturellement, de production, que sais-je, mais bon... pour que l'histoire retienne, il faut également des adultes. Donc on ne va pas retrouver exactement le ton de la bande dessinée. Ça va être un peu différent et je crois que ce sera vraiment une découverte extrêmement intéressante. Alors j'ai ressorti un autre album réalisé par le scénariste Régis Sautière. J'ai dit qu'il en avait fait pas mal d'autres. Ça c'était vraiment un coup de cœur de briques et de sang. C'est une histoire policière et qui a la particularité de se dérouler au Familistère de Guise. Donc, très proche du Cateau. Une histoire vraiment... J'avais beaucoup aimé. Un dessin très original. Une histoire bien menée. Vraiment une intrigue policière. Un album vraiment très très réussi. Bon, pour un public plutôt adolescent ou adulte, hein, de briques et de sang. La période de la Première Guerre mondiale a vu ce centenaire qui s'est terminé en 2018 et on a eu vraiment la parution de pas mal de livres et en particulier de bandes dessinées. Je termine en présentant vraiment deux excellentes séries de bandes dessinées qui sont mes coups de cœur sur cette période. La Grande Guerre de Charlie, dont on avait beaucoup parlé, une série de 10 volumes. Il s'agit d'une série britannique qui narre les aventures de Charlie, un jeune soldat britannique engagé en France, qui va traverser comme ça la Première Guerre mondiale et ses différents aspects. Excellente série en noir et blanc, hein, mais vraiment une série bourrée de qualité, qui est déjà un petit peu ancienne, mais qui est vraiment tout à fait remarquable. Et puis l'autre grand auteur des bandes dessinées de la Première Guerre mondiale, pour moi, c'est Tardi, Jacques Tardi, un grand créateur, qui en a fait plusieurs et qui sont vraiment excellentes, remarquables sur le plan du dessin, de l'histoire, et puis aussi sur le plan de la mémoire aussi, je pense. Il y a un travail remarquable sur la mémoire qui est fait. Donc deux chefs-d'œuvre, on peut dire, de la bande dessinée, la Grande Guerre de Charlie et les albums, plusieurs albums de Jacques Tardi. Voilà. Alors pour clore le sujet, je voudrais aussi rappeler que même si la bande dessinée décrit une situation historique de manière tout à fait juste et exacte, la bande dessinée, c'est quand même aussi de la littérature de bande dessinée. Ce ne sont pas non plus des livres d'histoire. Et c'est tant mieux parce que de cette manière-là, la guerre des Lulus peut vraiment rencontrer l'intérêt et l'adhésion des jeunes, des enfants. Cette histoire de 4 gamins, ça fait évidemment référence aux bandes de gamins comme le Club des 5, le Clan des 7, les 4 As, etc. Ça, c'est les aventures, ce genre d'aventures passionne les jeunes. Alors, ce sont des aventures qui se déroulent dans un contexte complètement juste, mais qui sont pas vraiment historiques. Il y a aussi le côté aventure, un peu farfelu, il y a de l'humour. C'est vraiment un bon cocktail, une bonne réussite. Maintenant, il ne faut pas le prendre exactement comme une histoire rigoureusement scientifique et exacte. C'est autre chose. Mais je pense que c'est une porte d'entrée vers l'histoire tout à fait intéressante, qui permet même de mieux saisir la sensibilité de l'époque, plus qu'un document historique. Et puis le fait d'y mettre un peu d'humour, c'est bien. C'est une recette qui est utilisée par les grands artistes. Je pense par exemple au cinéaste John Ford, qui dans ses grands films très émouvants, mettait toujours un peu d'humour. Comme ça fait mieux passer, et puis ça donne envie d'y revenir. Voilà. Alors, une grande réussite que cette guerre des Lulus, et nous attendons le film. La guerre des Lulus, version bande dessinée, c'est une série à découvrir à la bibliothèque municipale du Cateau. Mais vu l'engouement pour cette saga, il est conseillé de réserver.
Après la bande dessinée, après nos sujets consacrés à la création des décors, découvrez les coulisses du tournage à travers nos 2 prochains magazines. Attention, événement. Allez, allons-y. Silence partout, s'il vous plaît. Attention aux oreilles, s'il vous plaît, il va y avoir des coups de feu. Moteur. Tourne. Ça tourne. Première, 2 caméras. Des clowns. Action. Fire. L'antenne est à vous et cette semaine consacrée à la bourse aux jouets et aux cadeaux organisés par Solidarity Box. Je passe tout de suite la parole à Louise Guérin, présidente de l'association. Bonjour à tous, chers cartésiens et cartésiennes. Eh bien, Louise Guérin, présidente de Solidarity Box, me revoilà pour vous annoncer un événement prévu pour le 19 décembre 2021. Donc voilà, l'association Solidarity Box, pour conclure cette fin d'année, nous organisons une bourse aux jouets et aux cadeaux qui aura lieu le dimanche 19 décembre à partir de 8 h jusqu'à 16 h à la salle Jules Mériot. Donc la salle Jules Mériot est située entre Simone Veil et le collège Jean Rostand. Donc ça va être une journée Noël. Donc j'ai déjà pas mal d'exposants, mais il nous reste quelques tables à vendre. Alors si vous êtes intéressé pour exposer ce jour-là, n'hésitez pas à nous contacter au 06 45 89 94 52. Je rappelle le tarif unique de 7 € la table, de 2 mètres, une chaise sera fournie. Les fonds de cette manifestation sera reversés aux boîtes à bonheur 2021. Donc à savoir pour cette journée-là, nous sommes toujours en crise Covid, le Covid remonte, on le sait très bien. Donc nous on prend déjà les devants et on informe au niveau de la sécurité. Donc ce jour-là, dans la salle Jules Mériot, le port du masque sera obligatoire pour les exposants comme pour les visiteurs. Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée. Il y aura un sens de circulation, donc c'est-à-dire une entrée, une sortie. Et puis, on vous espère de venir nombreux ce jour-là. Et que, bon, même avec le Covid, on fait très attention, surtout. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous, amis, famille, connaissances. Il reste de la place. Et ce jour-là, vous pourrez dénicher peut-être le cadeau, le coup de cœur, ou alors la dernière minute pour préparer ces fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas à m'appeler au 06 45 89 94 52. À bientôt. Nous restons dans la thématique de Noël par cette brève qui concerne l'association de la commune libre du Corbeau qui, cette année encore, en collaboration avec la ville du Cateau, vous propose son concours de pull moche de Noël. Alors vous avez jusqu'au 1er décembre pour préparer vos créations les plus folles et à partir de cette date, envoyez votre photo en cliquant sur « Envoyer un message » sur la page Facebook de la commune libre du Corbeau. La commune libre du Corbeau publiera ensuite votre photo sur sa page dans les catégories suivantes « Enfants, adultes ou groupes ». Ensuite, à vous de faire liker vos photos. Le concours est ouvert aux habitants du Cateau et aux communes limitrophes. À gagner une trottinette électrique, une Nintendo Switch ainsi que de nombreuses autres lots. Avant de se quitter, nous allons retrouver la famille Tout Écran dans ses aventures. Rappelons que la famille Tout Écran est une série à l'initiative des caisses d'allocation familiale en partenariat avec le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui a donc conçu une série appelée La famille Tout Écran. Alors, info intox, rumeurs, cyberharcèlement, toutes ces thématiques sont à suivre à travers les aventures de Myriam et d'Erwan et de leurs 3 enfants et de leur quotidien hyper connecté. Les 2 épisodes d'aujourd'hui s'intitulent « Notre enfant est trop influençable et qui a balancé cette photo de moi sur les réseaux ?» Vous
manifestez pour le climat? On manifeste pour que j'ai un nouveau skate. Non mais je comprends pas, il a des roulements anti-bruit, un super design, des finitions superbes. Moi, si j'avais pas une entorse au gros orteil, je serais déjà en train de faire un kickflip. Oui, mais c'est pas le Fire Skate 2000. De quoi? Le Fire Skate 2000, il a des roulettes anti-bruit, un super design, des finitions superbes et il est recommandé par John Skateman sur sa chaîne YouTube. Et donc c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, il est pas recommandé par John. Et sur sa chaîne YouTube, il y avait un code promo, vous auriez économisé 10%. Mon chéri, il faut que tu comprennes que ton youtubeur préféré, il est payé pour faire la promotion de cette marque de skate. C'est pas une de vos astuces pour me baratiner, ça? Ah, attends, je vais lui montrer. Hé hé, c'est encore à moi d'enquêter. Tiens, regarde. Sur cette vidéo de compétition, il n'utilise pas le Fire Skate 2000. C'est bien la preuve. Chérie, regarde, c'est le nôtre qui l'utilise. Bon, ok, je vous crois. Finalement, il est pas si mal, ce skate. Et évite de slider dans mes hortensias. La publicité sur Internet est de plus en plus difficile à débusquer. Elle peut se cacher partout, sous la forme d'un contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre à la démasquer. Comprendre comment sont rémunérés les influenceurs et les stars du web permet de prendre de la distance critique vis-à-vis de leurs conseils et recommandations. Je préférais quand tu faisais du badminton. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a publié une photo de moi sur Insta pendant que j'embrassais mon petit copain. Mais ça se fait pas, ça! Mais c'est clair! Surtout que je voulais pas que ça se sache. Raté, la photo a déjà été partagée 50 fois. Bon, chez nous, on se laisse pas faire. Chez nous, on agit. Bon, tu proposes quoi? On détague. Ça empêche pas la photo de circuler, mais c'est une première étape pour que tes amis aient moins de chances de tomber dessus. Bonne idée. C'est fait. Ensuite, on trouve qui a publié la photo. Mais en plus, je le connais. C'est Franck, un gars avec qui j'ai pas voulu sortir. Je lui envoie un texto maintenant parce que c'est abusé. Il a répondu. Je suis désolée, j'ai retiré la photo. Pardon. Tu me feras penser à vérifier que personne n'a posté la vidéo du pot de départ de Jacqueline. Celle où tu chantes Tata Yo-Yo avec ton grand chapeau? Espérons. Il est facile sur les réseaux sociaux de poster des photos ou des vidéos de vous sans votre accord, et même de manière anonyme, cachée derrière des pseudos. Il faut être très vigilant, car cela peut aussi être le point de départ du cyberharcèlement. Les plateformes de réseaux sociaux ont mis en place des moyens pour signaler toute publication gênante. Je pense qu'on devrait même te signaler pour crime contre l'humanité avec une voix pareille. À ce point-là? Merci de nous avoir suivis. Au risque de me répéter, dès la semaine prochaine, ne manquez pas notre premier rendez-vous consacré aux coulisses de la guerre des Lulus. Je laisse tout de suite la parole à André Biangou pour sa page des sports. À très vite sur les antennes de Beffroi Vision.